Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire La santé sexuelle, alliée du bien-être émotionnel. Je m'appelle Mélodie Dorval, j'utilise le pronom elle avec tous les accords. Je suis la personne responsable des communications à la CSM filiale de Montréal. J'accompagne aujourd'hui ma collègue Fanny Gravel-Patry, qui est la conseillère en promotion de la santé mentale, qui s'occupera de l'animation du webinaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la CSM filiale de Montréal? Ben, c'est un organisme Voyons. communautaire qui œuvre à la promotion et à la prévention en santé mentale auprès des communautés montréalaises. On favorise le partage de connaissances, de ressources et des compétences. L'organisme se mobilise afin de lutter contre la stigmatisation des problèmes de santé mentale et d'encourager des changements tant sur le plan individuel, collectif que politique. De façon ponctuelle, la CSM Filiale de Montréal organise des webinaires thématiques qui visent à informer et à outiller le grand public. Plusieurs personnes expertes sont invitées de différents horizons, puis ces personnes-là ont vraiment à cœur le partage de savoir, autant théorique, pratique, même expérientiel. On vous invite à rester à l'affût, à suivre nos réseaux sociaux, notre site web et nos différentes et notre infolette, pardon, pour rester à l'affût des différents webinaires qui vont avoir lieu prochainement dans les prochaines semaines. On essaie toujours d'avoir des sujets diversifiés qui viennent toucher le plus grand nombre de personnes possible, en espérant que ça va vous plaire dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est de démystifier le concept de santé sexuelle, les risques et les avantages de la santé sexuelle sur la santé mentale, en apportant une attention particulière à la santé des femmes et celle de la diversité et de la pluralité des genres, et les stratégies à mettre en place pour maintenir une bonne santé sexuelle. Pour le webinaire d'aujourd'hui, on a vraiment le privilège d'accueillir deux sexologues, donc Mireille Saint-Pierre et Estelle Cazalet. Mireille Saint-Pierre, c'est une sexologue spécialisée en violences sexuelles et relationnelles. Elle travaille principalement auprès de la clientèle LGBTQIA2S+. À travers son travail, elle lutte également afin de démocratiser les savoirs sur l'inclusion et les diversités et améliorer l'accès à l'aide en santé mentale et sexuelle. Estelle, de son côté, a un baccalauréat en sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle a confondé les ateliers Sexuarel, un organisme communautaire qui a comme volonté première de contribuer au développement et à la promotion de la santé sexuelle et des relations saines auprès des jeunes et des adultes, par le biais, entre autres, d'ateliers éducatifs et de capsules web. Elle a également travaillé à RAP Jeunesse, Rue Action Prévention, qui est un organisme de première ligne en travail de rue situé dans le nord de l'île de Montréal à titre de sexologue, puis en tant qu'adjointe à la direction. Elle dédie maintenant son travail en tant que directrice du volet éducation pour l'organisme Les Trois Sexes, qui travaille à la promotion des droits sexuels, ainsi qu'à la reconnaissance des personnes appartenant à la diversité sexuelle et de genre, à l'enseignement des notions du consentement sexuel et à la lutte contre les violences à caractère sexuel. Pendant tout le webinaire, on vous invite à écrire vos commentaires, vos questions dans la boîte de clavardage. Puis sinon, vous pouvez tout simplement lever la main, puis on va vous inviter à prendre la parole, à ouvrir votre caméra, puis vous allez pouvoir poser votre question de vive voix. On encourage vraiment ça, by the way. On aime ça, les échanges de vive voix, on aime ça vous entendre, on aime ça voir vos visages, voir vos voix, puis ça va toujours une super belle interaction. Donc, on vous invite vraiment à faire ça comme vous le sentez, là, vous pouvez vraiment écrire aussi dans le chat. Voilà. Puis un petit rappel que le webinaire est enregistré et qui sera diffusé sur notre plateforme YouTube. Si vous n'êtes pas à l'aise de vous voir ou d'être enregistré, vous pouvez vraiment utiliser la boîte clavardage et on ne divulguera pas votre nom. Voilà. Bon webinaire, puis c'est ça. Merci. Merci Mélodie. Je vais prendre la parole maintenant. Quelques mots sur le déroulement du webinaire. Juste pour clarifier que en fait, on va avoir des périodes de questions. Le webinaire est divisé en 3 blocs. Donc, on va avoir après chaque bloc de questions, en fait, chaque bloc de conversation, plutôt, on va avoir une période de questions. C'est pour qu'on puisse adresser des questions qui sont vraiment spécifiques aux différentes thématiques qu'on va aborder. Puis à la fin du webinaire, on va également là, avoir une autre période de questions pour s'il y a des choses, des points qui ressortent de façon un peu plus générale de ce webinaire, on va pouvoir en discuter.
également, je vais juste rappeler que comme le webinaire est enregistré, si vous avez des questions qui sont plus d'ordre personnel, peut-être que vous souhaitez que ça reste anonyme, je vous encourage à les poser dans le chat. Puis nous, on peut lire la question, on ne va juste pas mentionner votre nom. Comme ça, vous restez anonyme. Parce qu'en fait, nos webinaires se retrouvent après sur notre page YouTube. Donc, on veut juste éviter toute... c'est ça. On veut éviter de transmettre l'information qu'on veut qu'il reste anonyme. Donc, voilà. Et donc, on va avoir 3 blocs aujourd'hui pour le webinaire. Donc, le premier bloc, il va être sur la santé sexuelle. Donc, on va vraiment plus venir définir, en fait, qu'est-ce que la santé sexuelle. Ensuite, le bloc 2, ça va être sur les liens entre la santé sexuelle et la santé mentale. Et puis le bloc 3, on va vraiment y aller avec des stratégies donc pour prendre soin de sa santé mentale, en lien avec la santé sexuelle, bien sûr. Donc, première question qui va sembler très générale pour mes invités, mais en fait, comment on définit la santé sexuelle pour vous? Qu'est-ce que la santé sexuelle? Ben, oui, oui, je peux commencer, Estelle, si jamais tu veux. Bonjour tout le monde. Ben, en fait, c'est vraiment une grosse question parce que si on demandait quand on demande de définir la santé, c'est relativement complexe. Puis chaque personne peut avoir aussi sa propre vision et ses propres facteurs à intégrer là-dedans. Pour moi, je trouve que la définition qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé est intéressante. Je trouve qu'il y a, selon moi, il y a 3 volets qui sont importants à prendre compte quand on parle d'une santé globale ou d'une bonne santé. On va parler en matière de sexualité de plaisir, de sécurité physique, mentale et d'épanouissement et de possibilité de vivre des expériences qu'on souhaite vivre. Donc, tu sais, je ne vous lirai pas une définition, là, mais en gros, c'est la santé mentale, c'est tout ce qui va inclure ces trois définitions-là. On se détache vraiment de la définition générale qu'on a là, de santé sexuelle égale pas de présence d'ITS et bonne santé physique. Là, ça, c'est quelque chose qui est... Oui, ça fait partie un petit peu de la santé sexuelle, mais c'est beaucoup plus large. Donc, toute définition qui va englober ça, mais aller beaucoup plus loin, va généralement être acceptée ou acceptable. Il n'y en a pas une mondialement reconnue ou non plus avec un étampe de voilà. Ben, c'est ça. Puis pour faire du pouce sur ce que Mireille dit, salut Annie. Ça fait vraiment longtemps parce que j'ai travaillé avec Annie dans le nord de l'île. Fait que coucou, ça me fait pas le plaisir de te voir. Dans le fond, pour faire du pouce un peu sur ce que Mireille dit, donc oui, comme on l'a spécifié en début de rencontre dans ma présentation, je suis maintenant directrice du volet éducation à les 3 sexes. Puis les 3 sexes, en fait, c'est un organisme de lutte pour les droits sexuels. Je vous en ferai part probablement à la fin un peu là, de comme en quoi consistent les droits sexuels. Puis les 3 sexes travaillent de façon non hiérarchique, donc c'est vraiment avec les membres bénévoles qu'on travaille, qu'on co-construit en fait des idées, des réflexions, d'où les droits sexuels qu'on a dû bâtir de toutes pièces. Puis pour être très honnête avec vous, en fait, depuis le début de les 3 sexes, donc, il y a donc à peu près 6 ans, l'équipe des membres, en fait, tout le membership de les 3 sexes a commencé à réfléchir à une définition de la santé sexuelle. Le document actuellement fait 13 pages. Je l'ai devant moi, mais c'est juste pour vous mettre un peu en contexte de comment, tu sais, mettons, dans notre pluralité d'expertise à les 3 sexes, qui n'est pas seulement sexologique, tu sais, des gens qui ont tant étudié en droit que en santé publique, tu sais, on est un peu plus loin. OK, parfait. Tout ça pour dire que c'est très fort, hein? Hey, écoutez, regarde, on essaie de faire du bon podcast. Est-ce que c'est moins fort si je baisse le son de même? Ouais, c'est un peu moins fort. C'est juste que c'était comme très, très près. C'était... Seigneur, on se sentait fort, hein? Non, il faut que ça soit Merci. confortable, de rien. Mais tout ça pour dire que jusqu'à présent, comme je vais vous en faire une petite lecture, mais on est
on parle beaucoup de santé sexuelle comme un état de bien-être qu'une personne ressent, donc relativement à sa sexualité. On doute encore du mot relativement. Elle va sortir un jour cette définition-là sur notre site, mais quand même. Donc, on dit qu'il s'agit d'un état qui fluctue aussi au cours de la vie et qui tient compte de dimensions biologiques, psycho-affectives, relationnelles, morales, spirituelles et socio-culturelles de la sexualité. On dit qu'il s'agit d'une composante intrinsèque, finalement, de la santé globale d'une personne, puis qui se voit notamment influencée par des systèmes d'oppression en place. Fait qu'on ne peut pas non plus sortir la santé sexuelle du corps d'un individu selon aussi le corps dans l'espace et dans la culture qu'il siège ou qu'elle siège. Donc, conséquemment, on dit que sa définition doit tenir compte du contexte social, économique, politique, juridique, environnemental et culturel dans lequel elle s'inscrit. Puis on dit que la santé sexuelle nécessite, entre autres, l'accès à de l'information fiable, à jour et de qualité concernant la sexualité, à des ressources, des soins de service adaptés à la réalité et aux besoins des individus et une éducation à la sexualité complète. Qui favorise non seulement le développement de connaissances et de compétences, mais également l'adoption de comportements sécuritaires et respectueux. C'est sûr que cette réflexion-là collective qu'on a eue est teintée de comme plein de recherches puis de plein de rapports, dont la définition de l'Organisation mondiale de la santé que tu parlais, Mireille, parce qu'on n'a pas le choix de définir quelque chose qui est aussi grand que la sexualité aussi dans son contexte social et économique là, et politique. Fait que je pense que ce que je dirais, mettons, sur qu'est-ce que moi je pense professionnellement et personnellement de la santé sexuelle, c'est que ça n'existe pas. Une santé sexuelle. Il y a beaucoup de concepts de même en sexologie. Fait que pardonnez les questions que vous aurez en plus et non les réponses que vous partirez avec. Mais je pense que c'est un concept qu'on tend vers. C'est comme, c'est genre une idéologie conceptuelle qui nous permet de peut-être avoir un genre de où on peut prendre un peu de plein de choses, puis qu'on peut essayer de se guider nous-mêmes et à l'aide des autres vers quelque chose de sain et d'épanouissant. Épanouissant. Et je pense que Mireille a ciblé une thématique qui est vraiment nécessaire aussi là-dedans, puis c'est la notion de plaisir. T'sais. Je pense que le plaisir sexuel est probablement un des meilleurs leviers contre tout ce qu'on sait qui est négatif, sexe négatif là, de la vie humaine. Fait que voilà, c'est ce que j'en dirais en fait pour l'instant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Mireille, tu voulais peut-être Ouais. rebondir là-dessus avant qu'on passe à la prochaine question. Ben, je pense que ça serait intéressant. Là, je nous entends parler de sexualité puis ben, pas juste de plaisir, mais je pense que déjà peut-être de vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par sexualité en général, ça pourrait être intéressant si jamais tu veux Tellement. embarquer là-dedans, mais mettons pour faire vraiment, vraiment court, tu sais, quand on va parler de sexualité, moi, dans mon cas, ça va inclure absolument tout ce qui parle d'intimité, qui soit physique, verbale, liée au sexe ou au désir sexuel, ce qui est inclus avec soi-même. Donc, c'est pas spécifiquement aussi non plus avec avec partenaires ou plusieurs partenaires, là. Donc, on parle pas non plus que de ce qui touche le toucher. Fort. Pour pas me répéter, mais je sais pas s'il y avait autre chose que toi tu voulais ajouter, Estelle, quand tu parles de sexualité. Hey, c'est tellement une bonne chose. Ben, en fait, tout ce qui sort, tu sais, la sexualité ou la sensualité, c'est vraiment quelque chose qui est... En fait, je suis en train de faire un verbatim d'adolescentes qui me parlent de l'agir sexuel, donc de la sexualité des adolescents et adolescentes. Puis à la fin de ma rencontre puis de ma discussion avec des jeunes, il y a un jeune qui a dit, genre, je pense qu'il faut juste pas oublier que la sexualité, c'est quand même une discussion qui est quotidienne. Tu sais, il dit genre, la seule chose que j'aimerais qu'il fasse partie un peu de notre éducation à la sexualité dans les écoles ou dans la vie, c'est juste que ben, c'est une discussion qu'on a tous les jours. Puis là, moi, ça, là, tu sais, hier, j'étais là-dessus, fait que c'est drôle qu'on rebondisse là-dessus, mais c'est comme si, comment je l'entends puis comment je l'absorbe, parce que c'est comme, on dirait qu'il m'a amené un autre apport à la sexualité, c'est comme si, en fait,
qu'on ne se questionne pas à la sexualité ou qu'on n'en parle pas de la sexualité, on est tout le temps dans ce concept-là. Puis évidemment, ben là, moi, je pars dans mes idées de comme parce que je tripe sur la philosophie. Mais tu sais, s'il y a bien quelque chose qui nous allie tous et toutes, c'est la notion d'être en vie, par exemple, puis quelle que soit la façon qu'on a été conçu, parce qu'il y a plein de belles technologies reproductives maintenant, ben, on a ça en commun. Fait que, tu sais, le sexuel ou ce qui est sexuel ou sensuel est intrinsèquement aussi lié comme un peu à l'existence. Salut, il est 10h18, je le sais, mais quand même, j'ai trouvé ça vraiment nice que le jeune soit comme c'est parce que c'est tellement weird que ce soit pas une discussion ongoing, tu sais, qui est juste comme collective, constante, parce qu'on en parle à tous les jours, en fait. Si on s'en parle pas à nous, on en parle entre nous ou on en entend parler. Fait que je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est que la sexualité humaine euh, est probablement tellement trop près de nos yeux et de notre vie qu'à un moment donné, on a de la misère à voir un peu en perspective qu'est-ce que ça inclut. Et j'abonde vraiment dans ton sens, Mireille, dans le sens où la notion d'intimité, de la discussion des désirs, etc., en fait aussi partie. Le fait de ne pas avoir ni vivre de sexualité fait partie de la sexualité aussi. Fait que, ouais, je pense que c'est un très grand, une très grande thématique, mais c'est une thématique qui est juste dans la vie humaine, quotidiennement, là. Merci beaucoup, Estelle et Mireille, pour ces définitions. Je pense que déjà, ça nous éclaire beaucoup sur ben justement, c'est quoi la sexualité, c'est quoi la santé sexuelle. Souvent aussi, quand on entend parler de sexualité, les gens vont automatiquement penser à comme la pornographie ou c'est pas tout le monde qui a nécessairement l'éducation, euh, qui a eu cette éducation sexuelle pour penser la sexualité au-delà euh, de ce qu'on a l'habitude de voir, tu sais, à la Mhm. télé, etc. Euh, puis, vos définitions de la santé sexuelle me font vraiment penser à notre définition de la santé mentale aussi. Puis cette idée, en fait, aussi que comme les gens souvent ont besoin d'un espèce de repère. Fait que, genre, dans le fond, le concept euh, qui existe ou non devient plus comme une sorte de boussole, selon moi, à Mhm. savoir comme ben, je me situe où en fait par rapport à ça, mon état de santé mentale ou mon état de santé sexuelle par rapport Ouais. à cette boussole-là, où est-ce qu'il se situe? Puis je me demande justement pour les personnes qui nous écoutent, puis même pour moi-même, hein, comment est-ce que je fais pour savoir si j'ai une bonne santé sexuelle? Comme c'est quoi en Mhm. fait, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une bonne santé sexuelle? Puis là, je mets vraiment entre guillemets là, le terme bonne, là. Mm. Ben, je pense que le concept de boussole il est vraiment intéressant. Puis Vraiment. parce que tout le monde en a une, puis il y a plein de facteurs. Ben, la boussole, c'est le nord, là, mais le nord est pas, tu sais, la flèche est différente de où est-ce qu'on est. Puis ce que tu disais, Estelle, tantôt, ça me parlait beaucoup parce qu'une bonne santé sexuelle pour une personne dans un temps donné, dans un milieu donné, dans une culture donnée, sera pas la même que moi qui est sexologue puis qui a eu le privilège d'avoir accès à des connaissances et de l'information. Et donc, mon cadran, ma boussole, elle s'ajustera pas à la même chose parce que, bon, oui, je baigne quotidiennement en matière de santé sexuelle, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur la mienne, mon sentiment d'épanouissement, mon sentiment de sentir que j'ai une santé sexuelle qui est bonne en guillemets. Parce que c'est ça dépend des critères de tout le monde. Puis tantôt, Mélodie l'a mentionné, moi je suis spécialisée en trauma, en violence sexuelle, ce qui fait Ah, que c'est sûr que les barèmes avec lesquels moi je travaille de façon quotidienne touchent beaucoup la sécurité, l'absence, le plus, le- en fait, je vais dire le moins possible de violence et le plus mm. possible d'avoir un haut sentiment de sécurité en matière d'intimité et de sexualité. Pour moi, c'est
un critère qui est vraiment important pour sentir qu'on est et qu'on a une bonne santé sexuelle, donc de se sentir le plus en sécurité possible, sentir qu'on est en mesure de reconnaître nos besoins, nos limites, puis de les exprimer, que ces besoins, ces limites soient validés, soient respectés. Donc, on sent qu'on a du pouvoir sur sa sexualité et ça, pour moi, c'est des signes importants d'une bonne santé sexuelle. Donc, quand on sent qu'on est en sécurité, qu'on est en sécurité, qu'on a une certaine connaissance de ses besoins et ses limites, qu'on est dans un environnement qui nous permette de les exprimer, oui, à d'autres, à soi-même aussi. Là, des fois, c'est difficile de reconnaître ses propres besoins, ses propres limites, de les accepter, d'en prendre soin aussi. Donc, pour moi, c'est des choses qui, clairement, me font partie de mes discussions quotidiennes en matière de santé sexuelle. Puis pour reprendre les termes globaux que j'ai utilisés tantôt, ben, se sentir dans un état ou vers un épanouissement dans l'intimité, qu'elle soit physique ou fantasmatique ou peu importe, tu sais, qu'on sente que... Puis sentir versus le vivre, c'est aussi deux choses différentes. Donc, si on sent que nous, on s'épanouit et que les gens n'ont pas la même vision, je vais essayer d'utiliser mon langage, on s'en fout un peu de leur opinion. L'important, c'est comment on se sent et comment nous, on est satisfait ou satisfaite de sa propre sexualité. Évidemment, la notion de plaisir, mais la notion de plaisir, pour moi, elle va être absolument intrinsèque absolument tout ce qu'on amène aujourd'hui. Et dans le sens où il y a des personnes qui ne prennent pas nécessairement plaisir à avoir la sexualité. Puis ça veut pas dire qu'on n'a pas une bonne santé sexuelle, mais elle fait quand même partie de la majorité de la santé sexuelle des gens. Puis pas juste de se sentir épanoui, mais de se sentir aussi satisfait ou satisfaite de sa vie sexuelle, qu'il y ait présence ou non de relations sexuelles. Donc, ça vient justement à dire si on n'a pas de relations sexuelles, si on n'a pas d'intimité physique avec d'autres personnes et que ça nous satisfait, c'est un signe de bonne santé. Donc, il y a de la satisfaction, c'est ça qui est important. Ouais, c'est comme la sensation de se sentir aligné aussi, là. Parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en considération dans une santé sexuelle épanouissante. Encore une fois, comme on le dit, puis je pense qu'on ne le répétera pas assez aujourd'hui dans le webinaire, mais c'est vraiment un concept où on tend à aller vers. On n'a pas le choix pour plusieurs raisons. Puis ça me fait penser, Mireille, ce que tu disais comme point par rapport aux violences, mais aussi comme au sentiment d'épanouissement. Moi, c'est sûr qu'il y a tout le temps le concept de la honte là, qui nous entache excessivement selon nos origines, selon nos croyances, selon notre âge. Là. Puis, tu sais, comme pas pour faire de l'âgisme, mais au contraire, c'est de vouloir prendre en considération les points de vue situés des personnes selon le moment de leur naissance. Puis, tu sais, je parlais avec une collègue l'autre jour, sexologue, justement, puis elle m'a fait part d'un truc, puis j'étais comme, c'est tellement intéressant. Mais c'est une personne qui a mi-trentaine, puis c'est cet été que la personne s'est rendue compte qu'elle avait et qu'elle vivait les traumas religieux de son père, tu sais. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Comme, qu'est-ce que ça veut dire? Puis elle était comme, ben, genre, quand j'entends parler de l'Église catholique, genre, je peux vraiment me sentir très, sur mes gardes, etc. Et comme, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps qui est comme rebutant, dégoûtant, etc. Puis là, j'étais comme, hein, mais tu sais, voyez-vous, juste ça, pour moi, ça veut dire quelque chose probablement dans la conception même de la sexualité, mais aussi, il y a des gens qui l'ont tellement vécu. Tu sais, comme je pense à, mettons, mes grands-parents qui m'ont fait part de des histoires aussi que tu es comme, OK, tu sais, vous, la honte venait de certains endroits aussi, mais comme ça a persisté, tu sais, la honte dans la sexualité humaine est vraiment présente. Tu sais, avoir honte d'avoir du plaisir, c'est quand même weird, tu sais. Puis c'est Brené Brown qui est une travailleuse sociale et chercheur qui parle souvent du fait que
Tu sais, en fait, l'émotion qu'on évite dans la vie, c'est la joie, là, tu sais. Puis moi, genre, j'ai jamais cru à ça, là. J'ai toujours pensé que c'était la tristesse qu'on évitait. Mais non, genre, elle a réussi à contre-argumenter ma narration à l'intérieur de moi pour dire que, en fait, ce qu'on évite, c'est vraiment la joie puis le plaisir parce qu'on a toujours peur des retombées. Mais comme ça vient d'où ces retombées-là, tu sais, ça vient d'où ce processus-là de genre, de peur, de crainte, de genre, je vais être comme foudroyée par tu sais, par une éclair parce que j'ai pensé à telle chose. Fait que pour moi, une bonne santé sexuelle ou tendre vers une bonne santé sexuelle pour essayer de ne pas m'égarer, c'est vraiment de savoir en fait, tu sais, comment je peux vivre avec la honte, mettons, que j'ai soit absorbée ou cultivée et comment déconstruire ça. Tu sais, comme comment on peut déconstruire la honte d'avoir subi des violences, d'avoir commis des violences. Je trouve qu'on ne parle pas assez des violences sexuelles qu'on commet ou les violences relationnelles aussi qu'on déverse sur les gens, qu'on projette aussi sur les gens. Fait il y a comme plein de choses comme ça qu'on vit, qui, je pense, viennent ouais, genre entacher un peu, genre le concept même d'une santé sexuelle épanouissante. Puis, tu sais, je sais que c'est très micro, dans le sens où on est vraiment, tu sais, je parle d'un individu ou d'un individu comme vraiment comme en soi, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qu'on peut tous et toutes connecter, tu sais, à savoir, OK, tu sais, est-ce que c'est là, est-ce que c'est présent, est-ce que genre, est-ce que je m'empêche d'être dans l'empathie ou comme, est-ce que je suis sur la défensive pour telle chose? Puis, pour finir sur cette thématique-là, pour moi, c'est aussi de réfléchir à une bonne santé relationnelle. Puis là, ça, c'est la chose que je dis tout le temps en éducation à la sexualité, c'est bonne chance. Parce que, en vrai, je pense pas qu'on ait tant d'outils, tu sais, genre sur comme parler de ses désirs à quelqu'un qu'on est vraiment intime avec. C'est quand même de l'ordre de il va falloir vraiment que je déconstruise beaucoup d'affaires, tu sais, pour me rendre là. Fait que je pense que quand on parle de santé sexuelle, intrinsèquement, il faut réfléchir à, c'est ça, la honte peut-être qu'on porte ou de d'autres personnes ou de d'autres concepts ou de nous-mêmes, venant de nous-mêmes et de notre rapport relationnel aux autres, tu sais, comme c'est quoi, comment je m'inscris dans mes relations, tu sais, intimes. Fait que c'est un peu ça, moi, que j'irais. Puis c'est sûr que tout type de violence, comme tu dis, Mireille, c'est vraiment un bon point, tu sais, comme une bonne santé sexuelle exclut donc le concept de violence. Le Puis là, je plus parle possible. exact, le plus possible. Je suis vraiment d'accord. Puis Parce que comme... après, du BDSM, c'est pas de la violence. Fait que, tu sais, il faut comme Exactement. aussi naviguer là-dedans. Et Ouais. puis, comme tu dis, tu sais, si une bonne santé sexuelle, c'est quelque chose qu'on veut atteindre, Mm. l'absence de violence aussi, c'est dans le même, dans la même optique où c'est souvent, il y a le cliché de la liberté des uns s'arrête à celle des autres. Ben, quand on parle de violence, on est dans cette même conception-là, là, où parfois, on a un comportement qu'on ne voit pas et on ne reçoit pas comme violent, qui peut l'être comme pour d'autres personnes. Donc, C'est c'est ça. la communication, une bonne communication quand on est en partenariat lors d'intimité sexuelle est primordial et aussi un signe d'une bonne santé, là, relationnelle aussi, mais intime. Oui. Merci beaucoup pour ces réponses vraiment éclairantes. Puis, donc, moi, ce que je retiens, c'est vraiment comme l'idée de satisfaction. Donc, est-ce que je me sens satisfait dans mes relations ou dans l'absence de relations, par exemple? L'aspect, genre l'idée de sécurité. On a parlé de violence, mais j'ai l'impression que c'est comme aussi l'idée de sécurité, là. Est-ce que je me sens en sécurité dans le type de relation que j'entretiens ou dans ma sexualité? Est-ce que je me sens en sécurité dans mon identité sexuelle aussi, hein? Ça peut rentrer en jeu. Puis aussi la question d'épanouissement puis de connaissances personnelles. Puis les points aussi que tu as amenés, Estelle, par rapport à la santé relationnelle, là, parce que dans la santé sexuelle, il y a toujours aussi la relation, en fait, souvent la relation avec l'autre ou les Mm. autres. Donc, les personnes avec qui on entretient
des relations à la fois émotionnelles ou sexuelles. Je vais tout de suite passer à la période de questions pour ce bloc-ci. On va parler un peu plus comme des risques, puis de qu'est-ce qui peut constituer une santé sexuelle plus minimale, entre guillemets, au prochain bloc. Mais est-ce que parmi le public, il y aurait des questions sur qu'est-ce qui constitue une santé sexuelle? Que oui, Annie. Allô. Bonjour. J'ai vraiment aimé beaucoup ce bloc-là. Moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'on parle de la honte parce que je pense qu'on peut porter ça malgré nous dans notre constitution de personnes en relation avec d'autres, dans des relations intimes. Puis, tu sais, avoir une bonne santé sexuelle, quand on a de la difficulté à mettre des mots sur ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent, pour moi, on perd ou on manque quelque chose. Il y a une étape qui n'est pas là à cause peut-être de tout ce que ça nous fait vivre comme émotion, mais les tabous reliés à ça qu'on porte de génération en génération, de famille en famille, je veux dire, juste l'idée de ne pas être capable de mettre des mots sur ce qu'on vit par rapport à la sexualité, pour moi, il y a comme un décalage, là, tu sais. On parle de l'importance de la communication dans la sexualité, mais on ne parle pas suffisamment du fait que c'est dur juste de mettre des mots. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comment vous avez amené ça parce que je trouve que c'est un aspect qui est vraiment là avec notre passé judéo-chrétien au Québec en général. Puis, tu sais, je veux bien là, la communication, mais tu sais, c'est comme un step qui n'a pas été fait des fois. Puis, fait que, tu sais, c'est juste ça que je voulais dire, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, votre propos. Voilà. Ben, si je peux juste rebondir un petit peu, tu sais, moi, il y a une des choses que je veux juste nuancer, par exemple, je pense vraiment que nos croyances, qu'elles soient religieuses ou de tout ordre, sont vraiment nécessaires là, à notre vie humaine. Puis je pense que qu'on choisisse la méditation ou la prière dans la vie, ça peut, si c'est un outil qui nous vient en aide, tant mieux. Mais le rapport effectivement culturel peut-être à notre passé religieux nous a amené certaines difficultés. Puis j'ai envie de dire que je suis vraiment d'accord avec toi, Annie, parce que autant personnellement que professionnellement, je me rends compte qu'on n'a pas tant les mots. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'on est actuellement, moi c'est ma vision de la chose, mais on est actuellement dans la deuxième vague de libération sexuelle, à mon sens. Puis dans cette deuxième vague, la première étant fin des années 60, où les gens vivaient la sexualité parce que genre, OK, méthode contraceptive, les femmes étaient comme, see you, jette la clé de la maison, puis genre, à mode, genre, je m'en vais faire mes affaires, j'ai le droit maintenant, j'ai le droit. Puis là, deuxième phase, on est vraiment dans mettre des mots, tu sais, comme on est en train, je pense, de bâtir un lexique sur la sexualité humaine. Je pense qu'il y a certaines générations comme les milléniaux qui sont comme le polyamour, essayons-le, tu sais. Puis t'as genre les boomers qui étaient comme, on appelait ça les relations non monogames et ou l'amour libre, nous autres. C'était-tu ça que je vivais? Tu sais, on est un peu, je pense, dans la création de ce lexique qui va nous aider genre juste au plan linguistique, à comprendre que c'est ça la sexualité. Fait que je pense que tu as vraiment un bon point en disant comme, hey, la communication, c'est nice, but yet again, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Et donc, c'est pour ça. Et donc, si vous entendez des « Ah, mais pourquoi qu'on dit tout, puis qu'on faut tout qu'on détaille, puis nanana », je comprends, c'est une étape qui est peut-être un peu tannante, irritante, mais elle est nécessaire pour la suite de la compréhension de la sexualité humaine. Fait que moi, je pense que de créer des nouveaux pronoms, des trucs comme ça, c'est nécessaire à la compréhension et l'idéation de qu'est-ce que la sexualité humaine globalement, tu sais. Fait que je suis vraiment d'accord, et maintenant, il faut le vivre, genre, c'est plus ça. Fait que, mais merci, Annie.
il y a aussi un débat vraiment, vraiment lourd en société. Nous, on fait beaucoup partie, en général, les sexologues, c'est à qui revient le fardeau de cette éducation-là. Mhm. C'est vraiment, vraiment complexe de partager. Et puis là, je dis fardeau, mais fardeau, c'est comme ça généralement que la société le voit. Donc, le gouvernement, le système d'éducation se détache ou en tout cas n'offre pas l'éducation nécessaire pour offrir ces mots-là. Puis là, je parle pas juste d'éducation à la sexualité, d'éducation à l'intimité, communication des émotions, reconnaissance. Tout ça, on va dire, ah, mais c'est aux parents faire ça, mais comme Estelle disait, les traumas intergénérationnels sont vraiment très importants et puis pratiquement tout le monde en vit en matière de sexualité et d'intimité. Donc, il y a clairement une responsabilisation à prendre en tant que société de se partager ce fardeau-là. Mais c'est sûr que ça prend du temps parce que les personnes qui partagent doivent se former, doivent s'informer, doivent apprendre. Puis après ça, ben, il faut rendre ça accessible. Puis merci d'ailleurs à la table à l'association de rendre l'information accessible gratuitement. Tellement. Merci pour ces super réponses. Je vais prendre la question de Maude. On va prendre un petit peu plus de temps pour cette période de questions parce que je pense que c'est important puis on touche des points vraiment, vraiment pertinents. Donc oui, Maude. Oui, bonjour. Dans le fond, je vous entendais un petit peu sur la sexualité, asexualité, pas la sexualité, dans le fond. J'aimerais ça peut-être en entendre un peu plus sur justement comment conjuguer une bonne santé sexuelle tout en n'ayant pas d'attirance sexuelle, par exemple. Mhm. Veux-tu commencer ça? Oui, en fait, c'est vraiment compliqué. Genre, j'ai juste envie de dire, comme on va pas se mentir, il y a un méga paradoxe, là, genre, je trouve, socialement, où il y a une glorification du rapport romantique. En fait, on glorifie beaucoup plus le romantisme, le couple, en fait, que la sexualité en soi. Mais vu que le couple, c'est un couple sexuel et sexué, ben là, comme ça vient avec. Mais je pense que le galvaudage de la sexualité est intrinsèque, je pense, dans notre rapport aux autres ou notre rapport individuel à notre vie. Fait que je pense que c'est vraiment difficile à déconstruire. Je pense que en fait, moi, j'avais découvert il y a quelques années la Red and Purple Scale, donc l'échelle rouge et mauve, qui est un ajout d'un sociologue sur l'échelle de Kinsey. Je vous suggère quand même d'aller consulter la Red and Purple Scale. Dans le fond, l'auteur a dit « Ah, il manque quelque chose, tu sais, dans le questionnement de l'orientation sexuelle, c'est en anglais, on appelle ça les attraction types, donc nos types d'attraction, nos types d'attirance. Puis ce qui est fascinant, en fait, dans sa réflexion à cette personne-là, c'est que, oui, il y a l'échelle de 0 à 6 de Kinsey, il l'a gardé, tu sais, de 0 exclusivement attracted to opposite sex à exclusively attracted to the same sex, fait exclusivement attiré envers les sexes opposés versus les sexes du même sexe. Et évidemment, à se souvenir, Kinsey a quand même mis 4 échelles. Tu sais, il y a comme, il y a 0, le 6, mais il y a quand même tu sais, il y a le 1 à 5. Fait que moi, je trouve ça fascinant qu'on oublie que la bisexualité est donc probablement plus dominante, genre, dans le continuum que l'inverse. C'est la même chose pour les types d'attirance, en fait. Donc, lui, il rajoute à cette échelle-là de A à F, A étant aromantique et asexuel, et le F étant hyper sexuel, genre, je le traduirais de même. Donc, puis c'est pas négatif, c'est pas péjoratif non plus, la notion d'hypersexualité, c'est juste que une personne, mettons, qui coterait plus F, c'est genre, quand je rentre dans une relation, c'est un peu comme le all-in, tu sais, c'est un peu tout le temps là où je me rends, dans le fond, ou là où j'aimerais me rendre, c'est d'avoir de la sexualité. Et donc, même chose, tu sais, moi, un des constats qui me fait capoter de sa liste, c'est que le E
c'est sexualité primaire. Donc, si je suis en relation avec quelqu'un, je veux établir un désir avec l'autre. Mais les 4 autres sont donc sur le spectre de la sexualité, asexualité. Et donc, pour moi, ça fait tellement de sens, en fait, de me dire, ben, en fait, on est probablement tous et toutes un peu plus, genre, entre le A et le F que juste le E et le F. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est je pense que c'est difficile, mais c'est important de s'en instruire, puis de aussi l'adresser, peut-être s'aider, s'entraider, aller dans des group discussions, faire des petites discussions, des trucs comme ça. Je pense que c'est important de se poser les questions entre nous aussi, entre alliés, entre amis, entre personnes de confiance, juste pour voir est-ce qu'on est tant dans le EF. Moi, j'ai ma perception de sexologue. Je peux vous dire qu'on n'est pas tant dans le E puis dans le F. Fait qu'il y a quelque chose peut-être qu'on n'adresse pas tant, tu sais, aussi humainement, ou qu'on n'est pas game d'adresser, mais ça s'en vient. Fait que genre, moi, j'ai hâte, on est là, puis on le travaille collectivement, mais je pense qu'on est dans la discussion du spectre de la sexualité, justement, puis de nos types d'attirance. Fait que j'ai aucune idée. Ça répond à la question, mais c'est mon take on it. Puis ça me ferait plaisir de mettre le lien au moins de cette scale-là parce qu'elle est fun à juste réfléchir pour soi-même. Là. Oui, merci Estelle. Tu peux la mettre dans le chat. Mireille, si tu veux rebondir là-dessus très rapidement. Ensuite, on va prendre la question de Jonathan. Je pense pas que j'ai rien de plus à ajouter tant que ça. Là. Il y a le niveau macro, au niveau vraiment de la déconstruction en général du rapport à la sexualité qu'on a, oui, en couple, mais en tant que société. Puis la façon dont on la surexpose. Puis moi, j'irais, comme Estelle a beaucoup parlé de macro, j'irais vraiment au niveau micro, puis je le dirais, peu importe si la personne où elle se trouve sur le spectre sur cette échelle-là, tiens, utilisons-la. C'est cette écoute de soi-là, puis là, ça a l'air bien cliché, mais reconnaître ses besoins, ses limites et les mettre de l'avant reste en général la façon la plus personnelle et la plus efficace de se respecter dans ses désirs. Et dans son absence de désir aussi. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question de Maude. Jonathan, on va prendre ta question, puis ensuite, on va tout de suite passer au bloc 2. Bonjour, je suis enchanté d'assister à ce webinaire. Premier petit commentaire bien vite avant ma question. J'aimerais juste souligner que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez nommé. Puis, je pense que dans la société actuellement, dans le public en général, évidemment, pas dans les sphères où est-ce que, comme ceux qui sont sexologues ou ceux qui sont spécialisés dans un domaine, les sujets les plus importants, l'économie, l'éducation, la sexualité, c'est des choses qui sont tabous. Donc, dans le sens plus évident, je généralise, là. Mais donc, c'est évident, c'est beaucoup plus dur d'en discuter en général avec d'autres personnes. On ne veut pas entendre parler de la sexualité de nos parents, jamais. Tu sais, tout ça, je ne dis pas que. En tout cas. Mais vous comprenez que ce que je veux dire, c'est sûr que c'est plus dur à communiquer avec ça quand c'est déjà en partant quelque chose de difficile. Je ne dis pas que ça va l'être dans le futur éventuellement là, à 100%, là, mais. Ceci étant dit, quand j'étais jeune, j'ai été agressé sexuellement. Puis ça m'a causé différentes. J'ai essayé plusieurs choses, parce qu'évidemment, c'est une agression homosexuelle que j'ai eue. Fait qu'évidemment, ça l'a teinté énormément ma vie. Fait que j'ai essayé un peu tout et n'importe quoi. Là, je ne détaillerai pas qu'est-ce qu'il y en a, là, mais. Ma question, c'est la suivante. Là, actuellement, je sais très bien, je suis, on va dire, 100%, je suis dans ton échelle dans tout de nommer, là, je suis à 100% pour les femmes, mais j'ai aucun problème avec les autres parce que j'ai fait des expériences là-dedans. Puis ma question, c'est la suivante. C'est que je sais où est-ce que je me situe dans l'échelle, même dans ton autre échelle Purple que je ne connaissais pas, là, Red Purple, je pense, ça dit. Ouais. C'est que j'ai
pour justement contrer un de mes amis dans le temps qui, lui, avait été fortement empreint de la religion chrétienne. En tout cas, c'est une branche spéciale. Là. Fait que lui, l'homosexualité, c'était une déviance totale, un tort génétique, peu importe ce qu'on dit comme terme. Puis, bon, ben, j'ai fait des choses avec lui pour que, justement, ils comprennent que non, c'est pas ça. Regarde, si toi, tu es en train d'en faire une là, ben écoute, peut-être bien que ta pensée est un peu est pas adéquate, on va dire. Puis ben, ma question, c'est par rapport à moi-même. À quel point, justement, c'est sain d'effectuer ce genre d'action-là pour aider quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est déviant, ça? Est-ce que c'est anormal? Ben, anormal, je dirais que oui, mais bon, vous comprenez un peu ma question, je pense, considérant le fait que maintenant, aujourd'hui, je suis certain d'être 100% hétérosexuel. Ben, d'emblée, je dirais, c'est sûr que c'est une question qui est complexe parce que ça Oui, inclut mais énormément de facteurs, mais une des choses qu'on peut garder en tête, c'est que les comportements versus les attirances et les désirs sont parfois ne sont parfois juste pas en concordance. Donc, on peut avoir des comportements qui ne sont pas euh, j'aurais utilisé le mot que tu as dit tantôt, Estelle, alignés avec notre désir puis nos attirances générales pour différentes raisons. Après ça, pour moi, ça revient, si on parle vraiment de façon personnelle, à écouter ben, comment on s'est senti, qu'est-ce que ça nous a fait vivre, quelle émotion positive on a vécue, quelle émotion négative on a vécue par rapport à ça. Le respect, encore une fois, des limites de l'autre et des siens. Je pense que Estelle, tu l'as mentionné tantôt, puis moi, je l'avais nommé pour plus tard, mais nos comportements ont un impact sur notre santé sexuelle, mais sur celle des autres aussi. Donc, d'avoir en tête cet impact-là, c'est important, mais l'attirance, l'orientation, qu'elle soit sexuelle, romantique, peu importe, n'est pas toujours alignée avec les comportements qu'on a pour différentes raisons. Et ce n'est pas vous avez utilisé le mot anormal. Ce n'est pas anormal d'avoir des comportements qui ne sont pas alignés avec nos attirances et nos désirs non plus. ben, merci beaucoup. Merci de votre confiance, surtout, hein, vraiment. Merci beaucoup. Je pense que ça va bien faire le bond vers notre bloc numéro 2 où on va parler un peu plus des liens entre justement la santé sexuelle et la santé mentale. Puis, je vais juste faire un petit trigger warning pour cette section. Donc, c'est possible qu'on adresse des enjeux justement de violence sexuelle, etc. Donc, je sais que ça a déjà été mentionné. Il y en a déjà qui ont été mentionnés au début du webinaire, mais je veux juste réitérer là, que si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, c'est possible qu'il y en ait encore à travers le webinaire. Donc, le bloc numéro 2, moi, j'aimerais savoir, donc on a beaucoup parlé là, d'une bonne santé sexuelle. Évidemment, avoir une bonne santé sexuelle a des effets positifs sur la santé mentale. Mais j'aimerais savoir maintenant quels sont les risques là, d'une santé mentale, d'une santé sexuelle qui serait peut-être plus minimale sur la santé mentale. Donc, en gros, à quoi bon prendre soin de sa santé sexuelle? Quels sont les bénéfices sur notre santé mentale, dans le fond? Donc, c'est ça. J'aimerais savoir à la fois les risques et les bénéfices là, de la santé sexuelle sur la santé mentale. Ben, on pourrait rester ici 3 jours là, pour Oui, certainement. C'est une mise en bouche, là. C'est une mise en bouche. Oui. Ben, déjà, d'emblée, de garder en tête, c'est intrinsèquement lié. Donc, une moins bonne santé mentale va avoir de l'impact sur la santé sexuelle et inversement. Parce que la santé sexuelle, on l'a dit tantôt, touche à notre intimité relationnelle en général, que ce soit avec des partenaires, des gens avec qui on a de la sexualité, aussi avec des autres générations, avec la façon dont on va entrer en contact avec des personnes inconnues. Donc, ça a vraiment un impact important sur
nos capacités interrelationnelles. Surtout au niveau, comme je disais, bon, de la sécurité, mais de confiance en soi, de connaissance de soi, et tout ça, même l'estime de soi est souvent beaucoup touchée, peu importe vers quel sens en matière de santé sexuelle. Quand la sécurité n'est pas respectée, il peut y avoir des signes de trauma qui, par exemple, vont être présentes dans absolument toutes les sphères de notre vie. Puis deux, vraiment très simple, vraiment très simple, c'est le sentiment d'être déconnecté de son corps qui peut avoir un impact sur notre santé mentale en général. Donc, quand on est déconnecté de notre corps, on ressent moins nos émotions, on les comprend moins, on est moins en mesure de savoir, je me sens comme ça par rapport à tel comportement et donc je ne peux pas prendre action, puis je me sens pas en contrôle non plus de ma vie. Je sens pas que j'ai du pouvoir sur autant ma santé sexuelle que ma santé mentale. Donc, une santé sexuelle minimale va avoir un impact assurément sur la santé mentale. Puis là, je vous ai donné des exemples extrêmement courts et même pas déconstruits, mais comme j'ai dit, on peut parler 2 jours à juste parler des impacts. Puis ça va aux pensées intrusives constantes, aux pensées suicidaires. Donc, on est dans un aria là, assez important. Est-ce que, Estelle, tu voudrais rebondir sur la question? Ben, je trouve vraiment que les points à Mireille sont super. Puis, en fait, je pense que la santé sexuelle est pour vrai intrinsèquement liée à la santé mentale, au sens où je pense que, tu sais, ce qui nous constitue, puis quand on regarde les différents, justement, déterminants de la santé, quand on regarde c'est un auteur qui s'appelle Hippolyte, avait fait un genre de cercle des déterminants de la santé, tu sais, des déterminants de la santé, genre, qui sont sociaux, en fait. Puis, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, l'état de santé au cœur, la branche tout de suite après, c'est l'âge, sexe et l'hérédité, tu sais. Puis, je trouvais ça intéressant de voir comment le sexe dans le sens où, moi je le vois vraiment plus large, mais comme son identité sexuelle aussi, son identité de genre, son orientation sexuelle, sa globalité de sa sexualité est comme vraiment proche, de genre notre état de santé, notre état de bien-être. Et je pense qu'elle l'est parce que c'est une des choses qui nous constitue, qui est le plus intime. On en parle beaucoup, de l'intimité avec l'autre et de l'intimité aussi personnelle. Puis en fait, j'ai juste envie de vous partager ce que j'ai. Il y a une femme que j'ai écoutée dans un podcast dernièrement. Je me souviens plus de son nom, par exemple, mais je lui vole ses mots, malheureusement. J'essaierai de la retrouver. Mais elle a dit quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a comme amené ailleurs, justement, par rapport à sa santé mentale de façon générale. Puis je pense que ça se lie à une bonne santé sexuelle. Je pense qu'il y a une dérive de la notion de l'individu, là, genre comme nos sociétés comme individualistes, etc., qui est la question de qui suis-je. On est tout le temps dans qui suis-je, who am I, là, le who, dans le fond. Puis elle a dit de quoi? J'étais genre, OK, c'est comme intéressant. On dirait que ça serait comme la deuxième question. La question qu'elle propose aux gens, en fait, c'est de se poser où suis-je en ce moment? Fait que where am I? Pas who am I? Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant de l'amener dans plusieurs strates, justement, de la pensée ou de mes introspections, mais j'étais comme, hey, pour vrai, c'est ça, souvent, qui fait aussi qu'on n'est pas bien, tu sais. C'est, en ce moment, pourquoi j'étouffe, tu sais. Et là, c'est-tu parce que, genre, je suis pas bien? Il y a comme aussi, je suis peut-être pas au bon endroit. Puis, je voulais juste amener cet élément-là, peut-être supplémentaire de réflexion, mais pour moi, tu sais, ça vient aussi avec une santé globale puis une bonne santé mentale que c'est ça d'être aligné, puis c'est ça, je pense, que tout le monde cherche, tu sais. On cherche à, comme, OK, arriver le plus centré, tu sais, on n'est pas ici, là, on est là, tu sais, puis on est bien, puis on est campé dans, genre, notre individualité, etc. Puis je pense que
pour répondre vraiment concrètement à la question, qu'est-ce que ça peut apporter tu sais, en termes de bien-être émotionnel, je pense vraiment que d'aller... Oh, Oh, on a un petit écho. ah, OK. Es-tu parti? Oui, ça va mieux. Parfait. J'ai juste envie de dire, je pense sincèrement que d'allier santé sexuelle et santé mentale va concrètement va diminuer l'anxiété, tu sais. Parce que Mireille, tu parlais par rapport aux pensées intrusives. Sérieusement, tu sais, comme je pense que plus on en apprend sur nous-mêmes, plus qu'on s'éduque aussi à la sexualité ou à la santé sexuelle, et plus peut-être qu'on peut en fait enlever le bruit, mettons, la pollution, genre sonore intérieure, là, tu sais. Fait que je pense que de façon très concrète, qu'est-ce qui allie tout ça, puis qu'est-ce qui peut, genre, être un bénéfice de la santé sexuelle ou d'une bonne santé sexuelle pour la santé mentale d'un individu, c'est vraiment la diminution, aussi banale que ça puisse paraître, du stress ou de l'anxiété, tu sais, selon ce qu'on vit individuellement. Est-ce que tu es plus une personne qui va être stressée par moment ou tu vas être une personne anxieuse, tu sais? Je pense que ça l'aide. Puis on parle en notion là, quand même connue en matière de santé mentale, mais tu sais, je pense que chaque Oh. personne peut essayer à certains moments. Puis ce que tu disais, Estelle, tantôt, c'est intéressant. Ce que tu disais plus tôt, là, ça fluctue dans le temps, mais Ouais. des périodes où, justement, vous sentiez que votre santé sexuelle était moins grande, puis de voir l'impact que ça avait. Puis je pense à une discussion que j'avais récemment avec quelqu'un qui m'expliquait, ah, ben, je sens de la pression de mon conjoint d'avoir la sexualité, d'avoir de la sexualité alors que moi, j'en ai pas envie. Et cette personne-là, à tous les moments de sa journée, avait un impact de cette pression-là qui était vécue. Parce que ça me tente pas de retourner à la maison parce que je vais avoir ça. Je pense à là, donc je sors, je fais des choses que je devrais pas faire à la maison parce que je veux pas retourner. Donc il y a un impact. Puis là, je vous donne un exemple qui peut se reproduire dans énormément de relations intimes où la différence de désir est quand même quelque chose qu'on discute justement pas beaucoup en couple et en société et qu'on trouve souvent pas de solution ensemble parce qu'on n'a pas les mots pour en discuter, parce qu'on n'a pas d'outils pour régler la chose, mais ça fait que beaucoup de gens vivent avec cette pression-là ou inversement ne se sentent pas désirés, blablabla, puis ça va avoir un impact sur toute leur journée, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, quand on vit avec ça, à un moment donné, les conséquences sont pas juste momentanées, elles restent sur du long terme et vont avoir un impact important sur même la confiance qu'on va avoir envers nos partenaires, notre capacité de relationner après ces moments-là. Donc, ça va s'escalader. Donc, c'est ce que tu disais, Estelle, puis ce que j'amenais vraiment, c'est indissociable, la santé mentale et la santé sexuelle. Ouais. Absolument. Puis pour moi, l'aspect relationnel est vraiment important ici aussi. Puis Estelle, tu mentionnes justement le who am I versus comme where am Where I. am I? Puis c'est vraiment ça les déterminants sociaux de la santé. Puis nous, en santé mentale, on le répète souvent qu'actuellement, dans le discours sur la santé mentale, il y a beaucoup de pression sur le regard intérieur, qu'est-ce que moi je peux faire, beaucoup de pression sur soi, sur l'individu. Puis on pousse moins les gens à regarder le contexte, en fait. Donc, alors que pourtant, souvent, ben, c'est pas tant nous le problème, mais plus où on est. Dans le fond, on peut pas, c'est peut-être qu'on est dans des endroits ou des lieux professionnels, familiales, des situations où on peut pas grandir, où on peut pas être nous-mêmes. Puis je pense que au niveau de la santé sexuelle, il y a beaucoup ça aussi, comme il y a beaucoup de l'aspect relationnel. Puis je pense qu'on peut vraiment beaucoup apprendre justement en parlant des différents aspects de la santé globale, donc comme la santé sexuelle, la santé mentale, parce que chaque aspect de la santé a ses contraintes. Puis l'aspect relationnel est vraiment peu mentionné, en fait, quand on parle de santé mentale. C'est souvent un peu mis de côté, alors que c'est la base aussi. Donc, j'aime vraiment comme cette réflexion. Merci beaucoup.
Je vais passer tout de suite à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public pour ce bloc numéro 2? Peux-tu faire une proposition de lecture, hein? Ah, ben oui, vas-y, très intéressant. Puis Mireille, je te le conseille vraiment. Tu sais, dans le sens, c'est pas juste des sexologues, là, mais je suis en train de lire Halal Sex, qui, je vais le traduire après, mais The Intimate Lives of Muslim Women in North America de Shaima Benembarek, qui est en fait une femme d'origine marocaine qui est venue s'installer à Montréal, et qui a fait ce livre, Halal Sex, qui est le portrait des personnes qu'elle a rencontrées, dans le fond, dans le cadre d'une recherche pour parler de leur sexualité en tant que femme musulmane. Et c'est tellement bon. Je ne sais pas comment vous définir à quel point ça fait du bien à l'âme, genre, de c'est ça, je pense vraiment que la sexualité ou la notion de santé sexuelle, on peut vraiment connecter à travers cette notion de sexualité. Puis pour qui que ce soit, je le conseille à qui que ce soit. Pour moi, c'est tellement riche de lire le portrait d'une personne dans sa sexualité. C'est des courts chapitres avec vraiment la vie, puis l'épanouissement ou pas, les difficultés, la santé mentale des personnes aussi dans leur sexualité. Fait que je vous le conseille. Je trouve que il y a des choses que même moi, comme sexologue, je ne sais même pas comment adresser. On en parlait tantôt, là, santé mentale, ouais, c'est autant avec les personnes avec qui je suis ou mes amis, amoureux, amoureuses, peu importe, là, tu sais. Puis ce livre-là, vois-tu, ça m'aide vraiment à contrer la honte. Fait que, tu sais, comme développer un peu du courage, tu sais, parce que c'est ça, les gens, quels qu'ils soient, en fait, vivent des développements socio-sexuels et psychosexuels qui sont, somme toute, assez difficiles. Tu sais, on est encore là. Et puis, je ne suis pas du tout une personne genre de confession musulmane, mais je m'identifie à plein de choses, tu sais, de ces personnes-là. Et pour moi, ça fait du bien, genre, de lire des portraits puis des profils de personnes qui ont des parcours sexuels qui sont difficiles, puis qui les travaillent, puis qui les naviguent. Fait que voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Moi, je vais Merci faire la beaucoup. suggestion inverse. Oui, vas-y, excuse-moi, Fanny. Ah non, je voulais juste dire merci pour la suggestion. Moi, ça m'intéresse vraiment. Je pense que je vais me procurer ce livre dans les prochains jours. Merci. J'allais dire, moi, je vais faire une suggestion inverse dans le sens où tantôt, tu en as parlé, Estelle, mais je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Brené Brown. Puis je dis une suggestion inverse dans le sens où on parle plutôt de communication, de relationnel, de santé mentale pour amener, pour moi, à une meilleure connaissance de soi, une meilleure capacité, reconnaissance de besoins et de nommer ses limites. Ça va peut-être répondre un peu à votre question aussi, Karine, peut-être dans les suggestions que j'ai vues là, dans le chat, mais dans les suggestions de lecture, entre autres, je sais pas s'il l'a en français, mais I thought it was just me, but it isn't. Donc, c'est une suggestion qui est vraiment intéressante. Donc, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Est-ce que je suis assez? Donc, on est vraiment dans la reprise de contrôle, puis de se reconnaître en tant que personne. Puis ça, c'est vraiment des suggestions, c'est vraiment des lectures intéressantes. Donc, Brené Brown en général, là, vous allez voir, il y en a 15 millions. Mais tu en as parlé tantôt, Estelle, puis je pense que c'est quelqu'un qui, en français, on la connaît pas suffisamment. Donc, je vous C'est encourage vrai. vraiment les Puis elle lectures. parle aussi beaucoup du concept de la vulnérabilité. Puis l'idée dans le fond, que comme tant qu'on n'est pas vulnérable avec l'autre, on ne peut pas vraiment créer de connexion, de vraies connexions, là, dans le fond, c'est que souvent on s'empêche d'être vulnérable parce qu'on ne veut pas que la personne nous voit en entier. Puis elle a un super bon, je pense que c'est sur Netflix, il y a son TED Talk sur la vulnérabilité. Ouais, je le recommande Et la vraiment confiance aussi. aussi. Ouais, Vraiment. définitivement.
Oui, Didier, on va prendre votre question. Oui, voilà, j'enlève le micro. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Didier, moi je suis intervenant à Maison Plein Cœur, donc public ARSA, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, vivant avec le VIH. Et là, en fin de compte, ce serait peut-être pour avoir un éclairage en plus, parce que pour la question à la fois santé mentale, santé sexuelle évidemment, mais liée en même temps à la vieillesse, parce que l'histoire de la vieillesse, voilà. Parce que moi, je le vois au niveau des interventions, un grand nombre au niveau du public, en discutant, ils me disent, oui Didier, euh, je ne m'autorise pas à avoir une relation sexuelle parce que, et je reprends vraiment les termes, hein, oui, je suis foutu, je suis trop vieux, enfin, toutes ces questions autour de ça. En parler un peu plus, vraiment, mais la question en même temps, parce que je pense que c'est tabou, Mhm. l'histoire de la vieillesse, on n'en parle pas assez, lié à ces questions que vous parlez. Et encore merci pour vos interventions, c'est vraiment très pertinent. Merci beaucoup. Ben, j'ai envie de vous partager un projet que les trois sexes ont fait. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est probablement, moi, j'étais même pas là, fait que je prends zéro le crédit de ce projet-là. Non, mais moi, j'y ai participé, par exemple. C'est ça, hein? Oui, en On tant existe, que ça existe? oui, on existe, ça Ah, existe. Je coordonnais les services de l'organisme Interligne avant d'être en clinique that's pendant it. 10 ans et j'ai donc participé à ce projet-là. Donc, ça m'a fait plaisir de vous en parler en collaboration avec Estelle. Mais la visibilisation, ben, en fait, l'invisibilisation de la sexualité des personnes vieillissantes, je dirais pas aînées parce que Mhm. hein, ça diffère, en tout cas. Donc, des personnes vieillissantes est vraiment, ben, on parlait du tabou tout à l'heure, Jonathan, vous l'avez mentionné, le tabou autour de la sexualité, plus il y a le vieillissement, encore plus c'est tabou. Il n'y a pas de modèle de sexualité vieillissante, il n'y a pas de, tu sais, la sexualité, la majorité de la société, ce qu'elle voit, c'est euh, la sexualité avec pénétration dans des objectifs de procréation, là. Donc, c'est Exact. sûr que après ça, quand on vieillit, on sent qu'on n'est plus capable, on sent qu'on est plus, qu'on ne mérite plus le plaisir sexuel. Tu sais, tantôt, Estelle, tu parlais aussi des générations, des moments à laquelle on est né, juste fait une grosse différence par rapport à notre vision, comment on a été éduqué en matière de sexualité. C'est une énorme problématique. Il faut visibiliser et ben, en fait, plus invisibiliser la sexualité chez les personnes vieillissantes, assurément. Et là, il y a vraiment un gros, euh, un gros, je perds mes mots, je suis désolée, là, mais une grosse responsabilité à ce moment-là qui revient à la société en général, là, puis à la façon dont Mm. je veux pas dire baïne, mais dont les médias font assurément la promotion à la sexualité. Tout à fait. Puis encore une fois, tu sais, j'ai envie de ramener la notion de plaisir, tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, il existe tellement de motivation chez les humains, tu sais, notre espèce, là, l'espèce humaine, à vivre la sexualité. De mémoire, il y en a 18, mais impossible de me souvenir des 18. Je me souviens des trois primordiales, celle qui rassemble le commun des mortels, c'est l'amour. Fait que l'amour, c'est une des motivations à vivre la sexualité. Le plaisir sexuel, ben, le plaisir de façon générale et le stress. Fait que c'est quand même hot, tu sais, comme top 3 de motivation à vivre la sexualité. Et la reproduction n'est pas dedans. Mais toutes les sexualités, de toute façon, qui sortent du cadre six genres hétérosexuels, et comme une sexualité qui soudainement s'invisibilise automatiquement. Puis ce qui est weird, c'est que c'est à l'extérieur de ça, il y a les autres motivations. Fait que je suis comme, pourquoi d'arrache-pied, on s'accroche à des concepts comme
la sexualité m'est plus due parce que je ne rentre pas dans le cadre. Et là, tu sais, Didier, les personnes dont vous parlez, en plus, tu sais, entonnoir et à l'intersection de tellement de choses qui invisibilisent leur sexualité, le rapport positif possible à vivre la sexualité et leurs droits. C'est comme si c'est un droit de vivre du plaisir sexuel et que là, ils sont exempts de ce droit. C'est comme, ils se sont fait enlever ce droit-là, comme si c'était une carte que on donnait à des individus puis qu'on en enlevait à d'autres. Puis leur sentiment est vrai, tu sais, dans le sens où c'est pas faux, c'est exactement, je pense, pour vrai, ce que collectivement on fait. Fait après, de demander à quelqu'un, hey, va à contre-courant du vieillissement, d'être séropositif et d'être queer, tu sais, à un moment donné, genre, c'est ça. Fait il y a comme quelque chose de... C'est ça, je pense que de plus commun à adresser. Puis c'est pour ça que je vous ai partagé le projet de On existe, ça existe. Moi, personnellement, je pense que ça peut faire du bien, tu sais, à des gens de se sentir au moins concernés par des personnes qui sont en train de vieillir ou qui se posent des questions ou qui ont, tu sais, peu importe leur intersection, justement, d'entendre des belles histoires de des personnes qui sont comme, c'est ma carte, ça vient toujours, c'est un droit, là, de vivre une sexualité émancipatrice, puis je croise mes droits que, pour vrai, les droits sexuels deviennent quelque chose de calmer un jour dans nos politiques, là, quand même. Mais pour abonder dans ton sens, Mireille, dans le sens où, ouais, effectivement, il faudrait qu'à un moment donné, collectivement, on s'y attarde, tu sais. Mais d'ici là, il va falloir faire attention aussi, je pense, dans nos interventions, de ne pas mettre toute la responsabilité sur les épaules des gens. Tu sais, c'est la responsabilité, comme Mireille a dit, genre, qu'est-ce que, mettons, Fonds Média Canada fait, tu sais, pour améliorer la représentation des personnes aînées, genre queer, à l'écran au Canada? Ben, ils en font des affaires, tu sais. Il faut comme des initiatives qui sont au-delà. Puis pour moi, ça passe par, ben oui, des projets de sensibilisation, ça passe par des discussions de groupe, ça passe par, genre, je sais pas, genre, faire des métaphores, genre aller à la ronde, puis crier, puis genre, tu sais, je sais pas. Tu sais, il y a plein d'autres techniques peut-être. Ça passe par essayer d'aller vers du plaisir qui n'est pas nécessairement en premier lieu du plaisir sexuel pour reconnecter avec la notion même de joie et de plaisir. Fait que, tu sais, il y a comme peut-être des étapes à prendre, mais je pense que on peut pas penser avoir tout ça sur mes épaules et on peut pas non plus toujours parler d'empowerment, d'agentivité individuelle, puis tu sais, c'est comme c'est le rapport à la personne seulement. Tu sais, c'est comme, hein, à un moment donné, c'est trop à porter seul. Fait que tant mieux, en fait, que votre organisation existe. Genre, je suis tellement heureuse que ça existe, mais je comprends qu'à un moment donné, comme intervenant, on en vient un petit peu à des cul-de-sac. Fait que d'essayer d'aller dans plein d'optiques et de visions, puis vous êtes là aujourd'hui, fait que ça peut vous amener ailleurs, mais de jamais hésiter aussi, tu sais, vous pouvez toujours nous contacter aussi, là, il y aura jamais de problème par rapport à ça, on pourra brainstormer sur des idées, là. Jamais. Jamais de problème. Parce que déconstruire, en plus, quand on vieillit, c'est complexe. On a Parfait. tu sais, juste l'idée du devoir conjugal, même si, oui, il y a eu une libération à la sexualité, est tellement Oh. encore ancrée. Puis je pense que ce que tu dis, Estelle, là, de redécouvrir le plaisir en dehors de la sexualité pour être après ça capable d'aller en entonnoir vers ça, Puis pour moi, à ce moment-là, effectivement, là, la responsabilité individuelle est là assez minime parce que C'est c'est ça. extrêmement, tu sais, comme on sait pas tant qu'on sait pas. Donc, je pense que pour beaucoup de générations, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à l'information, puis à l'information simple de tu as le droit de prendre du plaisir à la sexualité, tu as le droit de dire non déjà d'emblée, et ce n'est pas un devoir d'avoir la sexualité. Il y a déjà ça à déconstruire. Extrême, tu sais, moi, je pense à ma grand-mère, là, mais à mes grands-mères, mais des discussions de la sexualité avec mes grands-parents, là, on s'entend qu'on ne se ressemble pas à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a tellement de choses à déconstruire et ce n'est pas individu. Oui, les individus doivent déjà
à être en position de pouvoir le faire, mais c'est vraiment pas moins de responsabilité politique et sociale à ce moment-là de parler de sexualité dans les populations vieillissantes, assurément, et de déconstruire ce qu'eux ont construit, en fait. Mais merci beaucoup pour ces points. Puis, je vais faire du bon sur la question de la santé mentale parce que nous, on a un volet aîné à la CSM Montréal. Puis, justement, la question du plaisir, la question d'avoir droit au plaisir en tant qu'aîné, puis aussi de reconnecter avec sa sexualité autrement. C'est des questions qu'on adresse aussi dans nos formations. Entre autres, des formations qu'on donne aussi aux proches aidants puis aux personnes qui travaillent avec les aînés. Donc, pas nécessairement juste les gens en vieillissement, là, mais aussi comme vraiment les aînés qui sont peut-être en résidence ou qui sont aidés par un proche ou une proche. Donc, c'est vraiment ça aussi, c'est d'outiller les gens qui sont proches des aînés aussi à les encourager à parler de certains sujets, à continuer justement à avoir du plaisir parce que comme on a dit, c'est comme s'ils avaient plus le droit, comme c'est fini, là. Donc, il y a aussi comme une responsabilité au niveau des proches, des personnes qui côtoient les aînés, justement, à avoir ces conversations-là avec eux, puis à favoriser le plaisir des aînés. Donc, merci beaucoup pour ces points. Et merci Mélodie d'avoir ajouté l'information en commentaire. Plaisir. On va passer au bloc 3. Donc, le temps file. Là, on va passer un peu plus aux stratégies, donc pour prendre soin de sa santé sexuelle. Donc, dans le fond, quelle stratégie on peut mettre en place pour favoriser notre santé sexuelle? J'imagine que on en a beaucoup discuté aussi. Ça part beaucoup aussi d'une connaissance de soi. Tu sais, on ne peut pas mettre en place des stratégies sans avoir avant tout une connaissance de ses besoins, ses désirs, ses limites. Mais si on pouvait repartir de ce webinaire avec quelques stratégies, ça serait lesquelles pour vous? À toi, C'est une excellente question. C'est une excellente question dans le sens où, effectivement, on en a beaucoup parlé, puis je pense qu'il y a des choses qui ont été nommées de façon assez claire. Ça, oui, l'introspection est nécessaire en fait pour apprendre à se connaître, prendre ce temps-là, être en mesure de s'écouter et de se connecter à soi-même pour évidemment être en mesure de cerner qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans la sexualité, qu'est-ce qui nous appartient aussi dans les je vais me reprendre là, parce que je m'en allais quelque part de loin, loin, loin. Mais tu sais, on a parlé beaucoup de la honte tantôt à déconstruire. Ça en fait partie, tu sais, de réfléchir à cette honte-là. Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce qui est dans mes comportements ou mes pensées ou mes fantasmes que je trouve qui est plus difficile à discuter, que j'aurais de la difficulté à amener aux autres? Pour quelles raisons? Puis juste d'être en mesure d'avoir cette réflexion-là avec soi-même, souvent, c'est assez eye-opening, là, donc ça ouvre les yeux sur je pense que j'ai du travail à faire là-dessus, ou ça, c'est quelque chose que je voudrais aller chercher de l'aide, par exemple, aller chercher de l'aide, ou juste un endroit où c'est possible de discuter, puis là, tu sais, c'est sûr qu'on va prêcher pour notre paroisse, là, en tant que sexologue, mais d'avoir un espace sécuritaire pour parler, oui, avec des professionnels, mais Estelle t'a parlé tantôt vraiment de groupes de discussion, des endroits où on peut parler, des espaces sécuritaires, l'aide pour d'autres personnes aussi. D'ouvrir le dialogue le plus possible, d'essayer de briser les tabous, c'est des choses qui font une grosse différence pour prendre soin de sa propre santé mentale. Puis, tu sais, il y a des choses que, bon, on a déjà nommées. On n'a pas beaucoup parlé de la bonne santé physique et l'impact que ça a. Donc, évidemment, puis quand je dis bonne santé physique, on parlait des ITS tantôt, là, donc se faire tester, savoir ses limites aussi en mesure de comme protection, en mesure de contraception aussi, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Donc, c'est aussi des choses qui sont importantes à réfléchir. J'ai parlé beaucoup d'introspection par rapport à ses besoins et ses limites, mais par rapport au comportement qu'on a avec les autres aussi. Donc, de faire l'introspection sur nos comportements.
lesquels nos comportements peuvent avoir un impact sur l'autre, comment est-ce qu'on entre en contact avec l'autre, quel espace on laisse à l'autre pour nommer les besoins, comment on les reçoit aussi quand quelqu'un me dit « Ah, ça, je n'aime pas ça » ou « Ça, j'en ai pas envie », c'est quoi nos réactions à ce moment-là? Puis, on parle de prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de sa santé sexuelle, la santé sexuelle des autres, c'est aussi tout aussi important parce que, bon, ça vient de pair à ce moment-là. Surtout quand on est dans un partenariat monogame exclusif, c'est sûr que ça a des impacts de la façon dont on agit avec l'autre en matière de santé sexuelle. Et ben, ça a été nommé à plusieurs reprises, mais s'informer, tu sais, on vous a fait des suggestions de lecture. Des fois, la lecture, ça peut être un petit peu moins accessible, mais en ce moment, tu le dis, Estelle, il y a une vague d'informations qui est disponible, qui l'est de plus en plus. Il y a plein de podcasts, plein de lectures en ligne, la lecture parfois scientifique, parfois pas aussi. On est vraiment dans une vague de transmission d'informations à grande échelle. Profitez-en vraiment. D'aller écouter le podcast comment ça s'appelle, donc Sexe oral, par exemple. Là. Il est bien, bien, bien populaire. Il y a des invités qui sont super intéressants. Ça fait juste amener votre réflexion puis votre introspection à une place où vous pouvez ensuite prendre action pour essayer de respecter vos besoins, respecter vos limites le plus possible, puis sentir que vous avez un pouvoir d'agir sur votre sexualité, que ça appartient pas à l'autre, puis que c'est pas aussi, ben ça dépend de partenaire. Non, il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour assurer votre bien-être à vous aussi. Bon, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça vraiment bon, pour vrai. Moi, je rajouterais lutter pour les droits sexuels. Genre, moi, je fais ça là, depuis 1 an, là, c'est difficile au plan professionnel, mais au plan personnel, j'ai l'impression que ça m'a vraiment aidé, genre, comme de savoir que je suis dans une collectivité, de me rendre compte que, tu sais, ça peut paraître banal, mais tu sais, même si on a notre vision de la politique, il y a vraiment beaucoup de politiciens et politiciennes qui travaillent là, sur les droits sexuels. Fait que, tu sais, il y a de quoi de le fun dans la lutte aussi ou la défense de droits qui fait du bien. Puis, tu sais, lutter, c'est pas genre comme moi qui s'en va à l'Assemblée nationale. Là. Ça peut être genre, t'entends un commentaire, là, en ligne, genre, bof. Tu sais, pour vrai, là, le flaming, là, d'un bord comme de l'autre en ligne, là, je suis pas tant. Mais dans le bouche à oreille, là, dans nos discussions quotidiennes, collectives, d'entendre des messages vraiment trash autour de nous ou des violences insidieuses, sexistes, homophobes, transphobes, misogynes, tu sais, comme toutes ces choses-là, autant lancer, peu importe, hein, genre dites par une personne d'apparence féminine ou reçue, tu sais, je m'en fous d'où part, mettons, cette dite violence ou stéréotype, mais peut-être de s'allier à des groupes, genre, tu sais, avoir des discussions là-dessus, mais comme pour vrai, lutter pour les droits sexuels, ça fait vraiment du bien. Genre, dans ma tête, ça favorise quand même une certaine agentivité, justement. C'est sûr que quand tu te retrouves tout seul devant quelqu'un puis que tu as peur de sa réaction, tu n'agis pas. Tu n'agis pas, là. Genre, je veux juste faire quand même, faut nuancer cette chose-là. Comme tu disais, Mireille, c'est vraiment le travail d'introspection qui peut être aidant. Je ne sais pas si je peux partager un document Word. Je ne sais pas non plus, Mireille, si tu le connais, mais le document, la liste sexy de Scarlatti, je trouve ça vraiment nice. C'est comme, elle s'appelle Oui, non, peut-être, je ne sais pas, fantasme ou ne s'applique pas, mais tu as une liste de tellement de questions puis de genre possibles. Puis c'est comme pour naviguer ses propres besoins et limites liés au consentement. Mais pour moi, c'est comme une super de belle réflexion tu sais, ici et maintenant sur notre sexualité. C'est long à remplir, mais je trouve que c'est vraiment sweet comme matériel parce que après, tu peux l'imprimer une fois, l'écrire, le partager à la personne à qui t'es ou whatever, partager ça avec du monde,
puis être comme, hey, toi, t'as écrit quoi à ça, machin, puis ça l'ouvre la discussion. Tu sais, des fois, on ne sait même pas de quoi parler, mais des fois, on ne sait même pas à quoi penser pour avoir une introspection sur sa sexualité ou la santé sexuelle. Je trouvais que c'est un bon document. Fait que si vous me permettez de le mettre dans le chat, je le mettrai. Avec plaisir, oui. Good. Puis, sérieux d'avoir des discussions en groupe, puis des discussions dans des vrais safe space. Je vous explique ce que je veux dire par vrai safe space. Je trouve qu'on est peut-être au début d'une dérive là, de la notion du safe space, au sens où si un safe space, c'est d'écouter puis de dialoguer. Je trouve que ça devient complexe si on sent qu'on n'a plus la possibilité, par exemple, de vivre une émotion. Tu sais, si on est dans un safe space, en mon sens, ça, c'est ma vision de la patente, on devrait être capable d'être en colère. On devrait être capable de nommer, hey, je vais être en colère. Oui, est-ce que tu es capable ou êtes-vous capable de le prendre? Mais il y a des choses qu'on peut discuter en amont, genre, hey, cette semaine, pour vrai, les gens qui vont être abrupts avec moi au travail, genre, sacrez-moi patience, mettons. Tu sais, on peut avoir ce genre de discours-là, mais pour moi, un safe space, c'est un endroit où on peut vraiment nommer des choses. Alors, à cette question, je vous prête une question que je pense qu'individuellement, il faut se poser. Êtes-vous en mesure de recevoir ce que les gens ont envie de vous divulguer par rapport à leur sexualité? Fait que, est-ce que individuellement, je suis prête, moi, à me faire dire par mes partenaires, hey, j'ai envie de vivre ça sexuellement? Je capote, je shake, je suis plus bien, genre, dans notre relation depuis 2 semaines, parce que j'arrête pas de penser à ça. Es-tu prêt ou prête à le recevoir? Ça aussi, c'est une étape quand même en soi pour être libre. Puis ça résonne avec ce que Mireille dit. Comment tu réagis à une situation, dans le fond, est aussi importante que comment tu vas amener la situation. Puis pour moi, c'est la vraie notion de safe space, c'est le dialogue. Lecture sur la sexualité, quelle que soit l'angle, comme je disais, s'instruire autrement et constamment. Fait que c'était ça mes petits points. Puis je vous mets le petit document. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Estelle, sur s'instruire, puis pas juste sur les choses que vous sentez qui vous touchent, parce que vous allez apprendre des expériences des autres, assurément. Tu sais, t'as nommé juste le polyamour tantôt en regard aux différentes générations. Donc, dans le polyamour, oui, il y a le concept de non-monogamie, mais il y a tellement d'informations sur la communication des limites et des besoins en couple qui vont dépenser ce qu'on vit ou ce qu'on discute en général par rapport, par exemple, à la monogamie, mais qui s'applique tout autant. Donc, d'apprendre de l'expérience des autres, de nouvelles connaissances, ça peut vraiment vous amener à avoir des réflexions sur votre santé sexuelle, votre santé relationnelle, puis voir, ah non, je suis pas une personne polyamoureuse, mais qu'est-ce que j'apprends là-dedans et qui me permet de me sentir plus en sécurité dans ma sexualité, puis plus en connexion avec mes partenaires parce que je suis capable de mettre ça en place. T'sais, on a des discussions sur comment est-ce qu'on forme un couple. Nous, c'est quoi? Moi, c'est quoi mes limites? C'est quoi tes limites? Puis qu'est-ce qu'on veut faire dans le couple? Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a tellement d'informations qui est disponible. C'est intéressant. Merci énormément. Je pense on sort de ce webinaire avec plein de réflexions, mais aussi plein d'outils de lecture. En tout cas, moi, je suis vraiment excitée d'aller fouiller dans tout ça. Peut-être une dernière question un peu plus d'ordre social pour terminer le webinaire. Puis je pense qu'on a vraiment touché à ces enjeux-là. Tu sais, on a mentionné les droits sexuels, etc. Mais en tant que société, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour assurer une meilleure accessibilité à la santé sexuelle? Est-ce qu'il y a je sais pas, quelque chose que on pourrait faire individuellement pour la société afin de rendre la santé sexuelle plus accessible, mais aussi en tant que société, tu sais, ce serait quoi comme la prochaine étape? Puis là, on est vraiment on parle, là, tu sais. Je vais te laisser commencer, Estelle. C'est ça. En fait, plus je travaille mettons, on va dire dans le politique, plus je me rends compte qu'effectivement, il y a des droits qui n'existent pas
tangiblement. Donc, je vous disais tantôt que les trois sexes et les membres, en fait, des trois sexes ont bâti, selon toute la jurisprudence, là, tout le monde légal à travers le monde, 5 droits qu'on devrait lutter pour. Puis j'ai juste envie de vous les nommer rapidement, là, genre, je pense que collectivement, s'il n'y a rien qui est mis en place, en fait, ma réponse à ça, c'est s'il n'y a pas de légifération, ni d'argent, littéralement, hein, qui est mis dans les technologies, par exemple, de la santé, sérieusement, je vois pas comment on peut s'en sortir. Fait que, pour moi, c'est comme, il faut entériner des droits sexuels, littéralement. Il faut que, donc, ces droits-là, que moi, je pense qu'ils sont très bien bâtis. Donc, le droit de s'épanouir, de prendre plaisir et de se développer sexuellement dans la reconnaissance sans contrainte de son agentivité, et ce, pour l'ensemble des réflexions, choix et actions concernant sa sexualité. Fait que le droit de s'épanouir dans cette sexualité, aussi banal que ça puisse être. Le droit à une éducation et à de l'information récente, accessible et fiable, valide, hein, et de qualité vis-à-vis de l'ensemble des aspects politiques, juridiques, sociologiques, psychologiques et médicaux de la santé. Il faut une éducation qui est fiable, tu sais. Le droit à l'égalité et à la dignité, donc à travers toute... genre, socialement, politiquement, juridiquement, médicalement, peu importe l'identité de genre, peu importe le sexe, l'orientation sexuelle, l'expression de genre, que toute personne peut définir librement. Le droit à la sécurité et à l'inclusion pour l'ensemble des composantes sexuelles et relationnelles, dans le respect de la protection et de l'intégrité psychologique et physique. Et ce, sans discrimination et violence. Donc, tu sais, juste lui, on a vu cette semaine que c'est pas du tout atteint. J'ai pas envie de leur dire parce que pour vrai, ça me rend fucké, bien raide, les violences, genre, comme les féminicides, puis les infanticides. En tout cas, ça me fait capoter raide. Et ce n'est pas encore, on n'est pas là encore. On n'a pas réussi à faire que les gens ne fassent pas des violences meurtrières, tu sais, sur des corps qui sont vulnérables et qui n'ont pas à subir ces violences-là. Et finalement, pour moi, je pense que la prochaine étape, une des prochaines étapes, et qu'il va falloir qu'on se concentre beaucoup là-dessus, c'est le droit de bénéficier des avancées scientifiques et des progrès techniques. Il n'y a pas d'outils à ce jour qui facilitent la médecine actuelle pour faire un diagnostic d'endométriose. C'est problématique. Là, je ne parle pas d'avoir des congés encore là, parce qu'on a des règles douloureuses, puis on est à l'hôpital parce que genre on est en train de scraper notre fort intérieur. Je suis en train juste de parler de l'outil technologique. Fait que si on ne s'intéresse pas non plus à la santé sexuelle, moi, je pense pour vrai, puis souvent on dit les femmes, je le dis au sens très large, femmes X, femmes astérix. Sérieux, si on ne s'intéresse pas à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des personnes de la diversité de genre, je ne pense pas qu'on va pouvoir collectivement avancer en termes de santé sexuelle. Fait que c'est drôle parce qu'on parle de social, du collectif depuis tantôt. Je suis comme, ouais, mais scientifiquement et biologiquement, il faut qu'il y ait des avancées aussi parce qu'on est pogné dans le carcan du scientifique et de la biologie. Fait que, ben, on peut-tu aussi s'outiller? Puis on peut-tu avoir, comme pour les corps qui sont peut-être 50,9% de la population mondiale, avoir des outils qui nous aident à avoir une santé globale, d'une part, mais aussi sexuelle, qui nous bénéficie. Tu sais, on est encore dans l'utérus, c'est un mystère divin de genre la nature et de la création. C'est comme pas du tout. Genre vraiment, vraiment pas. C'est pas normal que les critères cardiologiques d'un infarctus soient encore liés au corps mâle. C'est la même chose. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on lutte pour, tu sais. Fait qu'en mon sens, qu'est-ce que ça prend pour une santé sexuelle? Ça va être de revenir à base, d'outiller aussi le monde médical, puis d'aller au-delà, là. Tu sais, c'est comme une fois que, pour qu'on atteigne les déterminants sociaux de la santé sexuelle, en fait, c'est ça, je veux dire. Fait, moi, c'est ça mon take on it. Puis, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est très complet. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. C'est excellent. Bien Puis, c'est ça. C'est tout à fait. Est-ce que Mireille, tu as quelque chose à ajouter? Absolument rien à ajouter, sauf rajouter un coup de colère là, sur, Ouais, c'est ça. sur
Mais qui a monté c'est ça qu'il faut tranquillement. Oui. c'est ça qu'il faut pour partir, Mais, puis, partir revendiquer nos droits. comme on discute plutôt, je pense que ce que tu as amené, Estelle, en dernier sur le manque de connaissances, c'est épouvantable. Tu sais, à quel point, en plus, on donne cette... et on s'accroche à la science comme étant une vérité déjà d'emblée absolue, mais à quel point cette science-là invisibilise et diminue la gentilité des femmes et des femmes et personnes, en fait, des personnes non hommes cis. Mhm. Et à quel point ça se voit dans la société en général, mais dans les grosses institutions où on est extrêmement vulnérable. Tu sais, il y a très, très peu, si c'est pas du tout, de recherche qui est faite sur la santé sexuelle des femmes qui ont des relations sexuelles avec d'autres femmes. Il y a pas d'outils de protection. Justement, on dit, ben, il y en a pas à avoir de la protection. De toute façon, les risques sont, sont inexistants. Il y a tellement... Puis, en fait, ça met la santé de ces personnes-là à risque. C'est vraiment frustrant, en fait. Puis on pourrait, encore une fois, passer 3 jours juste à parler de qu'est-ce que la société doit et peut faire. Donc, c'était mon PS. Puis, je vais juste rajouter un truc pour reprendre les mots d'une collègue qui s'appelle Sarah Mathieu Chartrand, je pense. Sarah Mathieu. Elle est venue faire une petite capsule vidéo l'année dernière avec les trois sexes, puis elle a dit, tu sais, le jour où il va y avoir du financement à la sensibilisation et à la promotion de la santé sexuelle et non à l'intervention. Mhm. Hein, on n'est pas dans l'urgence d'intervenir, de rattraper, d'éteindre des feux. Bien, on va être ailleurs parce qu'il n'y en a pas actuellement. Genre, je vous le dis, là, nous, on a de la sensibilisation, on fait de la sensibilisation à les trois sexes. Puis c'est aussi, tu sais, si collectivement, on est juste en train d'éteindre des feux, ben, on n'est pas en train de dire que la sexualité, c'est positif puis émancipateur. On est en train de dire sextorque pas. Tu sais, c'est comme, voyons! Genre, je comprends. Tu sais, fais-toi pas sextorquer. Tu sais, c'est comme, mets-toi pas une jupe courte. C'est le même discours, mais là, on s'en rend pas compte. Mais tu sais, on est encore là-dedans. Fait que si on est dans de la prévention, d'intervention puis d'éteignage de feu, on sera pas dans l'émancipation. Fait que ça aussi, c'est comme une job qu'il va falloir peut-être réfléchir d'ici 20, 30 années, peut-être. Ça va peut-être arriver dans les enveloppes budgétaires gouvernementales, tant fédérales que provinciales. Mais c'est ça, ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais je reprends ces mots pour dire que, puis je suis vraiment d'accord, c'est comme si l'argent n'est pas mis en promotion. S'il n'y a pas d'argent en promotion de la santé sexuelle positive, zoup. Oui. J'ai envie de dire la même chose pour la santé mentale. Exactement. Donc, c'est toujours plus facile d'agir en urgence que de faire de la promo. Sur ces beaux mots, on va passer à une dernière période de questions. Je vois que j'ai déjà des mains levées. Puis après, on va conclure ce beau webinaire. Mais merci beaucoup. Je vous remercie déjà d'avance pour vos excellentes interventions. Je pense qu'on repart tous et toutes avec plein d'outils et de réflexion. Donc, merci beaucoup. Je vais prendre la question de Maude. Oui, bonjour. Moi, dans le fond, je travaille, je suis intervenante dans 2 organismes communautaires. Un qui travaille en alternative à la santé mentale auprès des gens qui font de l'anxiété, puis un autre auprès des populations transbinaires, non-binaires en Estrie. Puis, dans le fond, moi, je trouvais que c'était super pertinent autant pour une job que pour l'autre, ce webinaire-là. Puis, justement, tu sais, pour faire du pouce un petit peu, c'est pas tellement une question, c'est plus pour aller pousser la réflexion un peu plus loin sur ce qui a déjà été nommé. Tu sais, justement, au niveau de la santé mentale des personnes transbinaires, non-binaires, le fait que le gouvernement reconnaisse, que des instances gouvernementales ne reconnaissent pas le X. Par exemple, la RAMQ, la SAC, super pesant sur la santé mentale. C'est des choix que les personnes n'auraient pas nécessairement fait s'ils avaient été au courant de
tout l'impact psychologique que ça avait sur elle. Même principe, dans le fond, au niveau de l'éducation qu'on fait, autant au niveau de la santé mentale que de la santé sexuelle puis de l'identité sexuelle et de genre. C'est souvent des organismes communautaires qui se ramassent à faire de la sous-traitance pour les instances gouvernementales, ce que je trouve profondément aberrant. T'sais, on se sent délaissé autant au niveau de la santé mentale que des identités sexuelles et de genre, à cause qu'il n'y a pas une prise en charge plus sérieuse du gouvernement. Fait que c'était mes hot takes du moment. Merci beaucoup. Mais j'ai travaillé pour Interligne, qui est anciennement Guy Écoute là, pendant 10 ans. Donc, effectivement, en tant qu'ancienne intervenante spécifiquement là-bas, mais coordonner les services, ça me parle beaucoup ce que tu mentionnes, Maude. C'est extrêmement frustrant, surtout que dans le communautaire, on sait qu'on est beaucoup par et pour, donc on est des personnes qui sont tout autant affectées par les violences institutionnelles qui amènent des problématiques importantes en santé mentale et donc qui touchent assurément la santé sexuelle. Ce que tu mentionnes par rapport aux personnes trans et non-binaires, c'est, je pense, un combat et une réalité qui est invisibilisée quand même si on parle en ce moment quand même de réalité trans et non-binaire, on n'en parle pas. Selon moi, mon expérience et ce que je vois, souvent pas de la bonne façon. Et donc, c'est même pas invisibilisé, là, tu sais, ça cherche le mot pour comme mettre dans le noir. Ça met dans le noir, là. Absolument tous les réels besoins. Et on voit le gouvernement dire, ah ben oui, on a mis X, mais justement, comme tu as mentionné, c'est des actions performatives et non réellement liées aux réels besoins des communautés trans et non-binaires. Et souvent, je pense qu'on se sent autant en tant que professionnel qu'en tant qu'organisme extrêmement impuissante par rapport à ce qui se passe. Et ça revient à ce que je mentionnais tout à l'heure, à l'importance de la responsabilisation des instances et des institutions par rapport à la santé mentale et la santé sexuelle de sa population. Puis là, tu sais, Estelle, tu parlais des indices là, de bonne santé. C'est prouvé partout que c'est une société qui est en santé, autant mentale, sexuelle, physique et intellectuelle, est une société qui va, tu sais, plus productive, plus heureuse, plus ça, mais on met pas d'argent ni d'effort. Au-delà de l'argent, mais aucun effort dans la prévention et l'amélioration, puis l'accès à une meilleure santé. Donc, extrêmement frustrant. Puis c'est là où, en tant que professionnel, on essaie, je pense, d'offrir le plus possible quelque chose qui est accessible, puis on finit par se brûler, puis voilà. Donc, j'ai rien ajouté de super optimiste, je suis bien désolée, mais c'est vraiment, malheureusement, c'est la réalité en ce moment. Très difficile à voir vers quoi on peut s'en aller tant que le gouvernement, puis là, je parle du gouvernement, mais que les institutions se décident pas à faire quelque chose. Puis c'est là où lutter, c'est tellement important. Il faut des gens qui luttent. Les gens ne luttent pas tous de la même façon, mais c'est important là, de faire valoir absolument nos besoins, nos demandes, puis de les tenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, d'autres questions? Mais j'ai envie de dire, il y a quelqu'un un jour, une travailleuse de la FQPN qui m'avait fait part de des points vraiment intéressants là, en santé de façon générale. Puis, tu sais, ces instances-là aussi, hein, tu sais, puis là, je parle vraiment, vraiment santé sexuelle, là, comme de devoir aller, je sais pas, faire un pap test, vérifier, je sais pas, tu sais, sa prostate pour la première fois. Tu sais, c'est comme m'avait dit, tu sais, quand on est dans un cabinet de médecin, que ce soit privé ou public, mais surtout public parce que ça va vite,
tu sais, d'arriver avec sa liste de questions, que ce soit sur notre cellulaire ou whatever, et de ne pas ressortir jusqu'à temps que chacune des questions ait été cochée. Moi, j'ai trouvé ça quand même nice. Tu sais, mettons, des fois, ma médecin, elle va me demander, y a-t-il autre chose? Je suis comme, laisse-moi y penser. Et là, je prends son 16 secondes. Je suis de même. Là, je sens, tu sais, le genre, tu vas-tu t'en aller ou genre, tu sais, parce que mes consultations, si possible, devraient durer 8 minutes, mais je vais le prendre le 15-16 minutes. Puis, pas je vais le faire valoir, mais tu sais, comme mettons, si je me sens pressée, puis là, c'est un apprentissage que moi, individuellement, je fais, mais pour vrai, je vais le nommer à la personne, là. Tu sais, je vais dire comme, excuse-moi, là, genre, j'ai le droit de réfléchir à si je veux faire tel test de dépistage, t'es ma médecin de famille, tu sais. Fait que je vais prendre 16 secondes pour y réfléchir parce que c'est pas sur ma liste de questions, mais de ne pas repartir sans avoir les questions à ces réponses. Des fois, les réponses ne sont pas les meilleures, mais j'ai envie aussi de nous inviter comme peut-être individuellement à ouais, genre avoir le plus de courage qu'on peut selon d'où on vient puis d'où on part dans le système de santé. Ça, c'est une chose. Puis à la fois savoir que c'est pas tout le monde qui est à jour non plus sur les notions de santé sexuelle, tu sais. Puis c'est ça. Donc, j'empathise et je compatis aussi avec les politiciens et politiciennes qui ont genre 250 milliards de trucs aussi ici, là, tu sais, et les personnes de la santé qui sont surchargées. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire valoir comme aussi au compte-gouttes on a le droit comme individu aussi d'avoir et de bénéficier à des services de santé qui sont bien. Puis j'ai envie de répondre aussi, Maud, tu sais, genre, le Conseil québécois travaille énormément aussi sur les enjeux de la mention X aussi, met énormément de pression. Puis le CQ, le Conseil québécois, ben, c'est un regroupement, en fait, d'organismes, genre, qui luttent de près ou de loin, finalement, pour des droits sexuels, dont Interligne fait partie. Puis tu sais, Christian Dubé, moi, je l'ai entendu l'an passé dire que c'était vraiment dans les plans de l'été de faire tout changer ça. Mais comme tu dis, les répercussions du politique versus genre les instances parapubliques, là, t'es comme, c'est ça. Ils vont jamais vouloir comme tout lier ensemble, là. Ils sont encore dans des, tu sais, c'est plate à dire, mais leur disque dur est archaïque. Ils font poser des disques durs archaïques, je fais juste le dire. Fait que même nos systèmes informatiques sont archaïques. Moi, j'ai des amis programmeurs et comme de des clouds, là, de des nuages qui sont comme, man, je vais au gouvernement fédéral installer des choses qui sont plus, genre qui sont déjà désuets. Fait que, tu sais, il y a comme des affaires tellement grandes et larges, tu sais, aussi, mais je pense que j'ai envie de dire oui, il faut vraiment lutter, mais pour ce qui est de ces choses-là, je pense que ça peut aller de mieux en mieux si effectivement on décide d'aller dans ce sens-là aussi collectivement, puis qu'on fait en sorte que on met des pressions aux bons endroits au bon moment. La CAQ est à son deuxième mandat, puis ils sont majoritaires, fait qu'ils sont bien sur genre mettre la pédale dans le fond, puis plaire à tout le monde. Fait que il y a comme quelque chose, il y a peut-être des petits leviers là, qu'on peut entreprendre, mais j'entends aussi la fatigue, là, genre la fatigue militante aussi, du militantisme, et je compatis. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on va tous et toutes passer par quand même. Donc, pour vrai, repos, là, genre mental le plus souvent, pause active, sérieux, sortir, prendre une marche, faire un sprint, genre comme fermer ses yeux, s'étendre au sol pendant une journée de travail, un bon genre 5-6 minutes minimum. Moi, j'essaie vraiment de mettre ça dans ma pratique de travail, puis je m'en fous de ce que les autres pensent. Là, sérieux, rendu là, j'en ai besoin. J'ai besoin de cet espace-là, de cette chanson-là, tu sais, c'est ça. Fait que c'était mes petits tips. Merci à beaucoup, vous. Estelle. Il reste une question de Jonathan. Je vais quand même te laisser la parole, Jonathan, mais très rapidement, puis après, on va conclure. Mais c'était pas une question, je t'avais dit qu'on aurait un commentaire, donc Oui, tout à fait.
J'ai entendu ça tantôt parler qu'est-ce que j'avais déjà fait avec un de mes amis pour l'aider à comprendre l'homosexualité. Puis je dirais que dans le fond, ces petites choses qu'on peut faire, je pense que c'est chacun doit faire ce qu'il pense qu'il est capable de faire. Puis peut-être une petite coche au-delà. C'est-à-dire que dans le fond, il ne faut pas aller trop loin dans une zone d'inconfort total où est-ce qu'on ne mérite absolument rien. Mais si on reste non plus uniquement dans la zone qu'on est confortable, ben, habituellement, on ne fait pas de changement. Donc, si on fait juste une petite affaire plus loin qu'on peut, ben, ça peut aider énormément de personnes. Moi, j'ai déjà empêché un viol. Bon, en tout cas, bof, moi, donc, je suis peut-être un peu plus avancé là-dedans, peu importe ce qu'on dira, mais l'important, c'est que si chacun fait les petits gestes qu'il est capable de faire, comme quand justement il y a un de mes amis qui insulte les gays, t'as peu, non, t'es sûr, gamin, ou qui insulte ci ou ça, t'as peu, t'es sûr. Puis en Ouais. posant des questions, généralement, ça va mieux avec cette. Questionner, c'est vraiment un bon point. Donc, Ouais, voilà. puis ça revient à la notion de courage que tu Merci disais, beaucoup. Estelle. Donc, Ben, c'est ouais, ça. essayer d'avoir plus de courage à certains moments ou de s'écouter, d'écouter son instinct. Là. Ouais. 100%. Questionner 100%. Là. Vraiment. Merci, Jonathan. Bien, merci tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Merci Mireille, merci Estelle pour vos interventions. Ça a été vraiment super. Je vous invite tout le monde à rester à l'affût de nos prochains webinaires. Donc, on va avoir un webinaire en septembre qui va porter sur la crise du logement, puis l'impact sur la santé mentale, surtout dans le contexte montréalais. Donc, je vous encourage à rester à l'affût. On va annoncer la date très bientôt. Puis aussi pour nos prochaines activités de l'automne, vous pouvez vous abonner à notre infolette, suivre nos réseaux sociaux. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Puis je vous souhaite un bon lunch. Donc, bon appétit. Puis à très bientôt. Merci tout le beaucoup. monde. Merci. Merci. À Est-ce qu'on bientôt. reste, nous? Fanny, est-ce qu'on reste, nous? Ah, ben vous êtes pas